Hi guys, je suis très contente de vous retrouver pour la review des épisodes 1 et 2 de la saison 11 de The Walking Dead. Du coup, à l'heure où je parle, j'ai pas encore vu l'épisode 3, je me suis le gardé pour après. Donc là, voilà, je vous fais les deux premiers épisodes. Toutes les choses vont revenir dans l'ordre. Voilà, désolée pour ce retard, beaucoup de choses à régler, malheureusement, pas mal de soucis. Au fur et à mesure, les choses vont revenir de façon voilà, plus régulière. Alors j'étais super hypée par le trailer, hein, ça je vous l'ai dit, franchement ça a envoyé du steak très fortement. Et du coup, j'étais quand même pas prête pour ce qui allait se passer. Franchement, ce début de saison est tonitruant. On a l'impression de voir plusieurs films à la suite. Voilà, une grosse saga qui va être sur 8 épisodes. Et puis après, encore 8 épisodes, encore 8 épisodes. J'aime trop l'ambiance, les interactions entre les personnages. Il se passe plein de choses. Les dialogues sont au top. Enfin, franchement, tout est génial, quoi. Enfin, j'ai du mal à trouver quelque chose à redire parce que pour l'instant, on est vraiment au début. On sent que les choses vont vite dégénérer. Là, j'arrive justement à la fin d'épisode 2. Ça commence à être le bazar. Bon, même si ça a été teasé dans le trailer, ça a l'air d'être du lourd et des méchants qui rigolent pas. Alors que moi j'avais peur un peu de méchants, comme je vous disais, qui allaient être encore là pour voilà, combler un peu le truc. Côté Commonwealth, c'est plutôt là, je pense, où c'est peut-être, je suis un peu déçue, mais sans que ce soit non plus un truc de dingue. C'est peut-être parce que le groupe des quatre, enfin voilà, je veux dire Yumiko, Jen, bon, j'aime vite fait. J'aime beaucoup Princess et j'aime beaucoup Ezekiel, mais c'est vrai que voilà, le fait que j'ai lu le comics et que je m'attende à certaines choses et que les personnages soient pas pareils et tout ça, qu'il y ait beaucoup de changements, beaucoup de personnages qui manquent, hein, Rick, Michonne, etc. Donc forcément, c'est un peu compliqué, mais bon, on va parler tout ce qui concerne Maggie, Daryl et tout ça. On rentre dans le bain. Au début, je me suis dit, attends, on est vraiment dans l'épisode 1. En fait, je comprenais pas, on rentre directement dans le bain. Donc, c'est-à-dire les filles qui sont en train de descendre à la Mission Impossible au milieu de rôdeurs qui dorment. Alors, les rôdeurs qui dorment, voilà, ça m'a beaucoup surprise. Je me suis dit, mais comment ça, les rôdeurs qui dorment d'accord, enfin vous êtes sûr, je veux dire, vous changez pas un truc dans le mécanisme là qui va, voilà, le petit grain de sel qui va faire qu'il y a plein de trucs qui sont plus du tout cohérents, je sais pas. Mais l'idée est bonne parce qu'effectivement, le fait d'avoir à ne pas faire de bruit, tout ça, c'est plutôt sympathique. Du coup, oui, on a choisi que des filles pour faire le petit côté un peu Totally Spice, les Winx, voilà, les Spice Girls, je sais pas quoi. J'ai eu peur que ça soit un peu trop girl power, machin, surtout avec les trucs du moment et tout ça. Bon, j'aime bien quand c'est naturel, voilà, là comme par hasard un groupe de filles, voilà, mais bon, au final, comme ça dure pas très longtemps, ça m'a pas dérangé, puis finalement ça donnait un petit côté sympa avec les mecs qui étaient au-dessus en renfort pour aller tirer sur les rôdeurs et tout ça, et les remonter et tout. Je trouvais ça assez cool, franchement, c'était bien fait, voilà, c'était pas du truc girl power lourdingue comme on peut en avoir où c'est forcé et c'est pas marrant, mais là c'était sympa. Du coup, oui, ils sont partis chercher des vivres et donc ils se trimballent à travers les rôdeurs, donc on se doutait bien qu'à un moment donné ça allait partir en live et qu'il y a les rôdeurs qui allaient se réveiller, mais le coup de la petite goutte de sang, c'est nickel, quoi, c'est-à-dire que les nanas elles font pas de bruit, tout va bien, puis il y a la petite goutte de sang qui vient mettre le bazar. Franchement, dans ces deux épisodes, par contre, c'est vrai que j'ai pas eu peur pour des personnages importants, quoi. Bon, voilà, on en reparlera de l'épisode 2, mais bon, Gage, là, le petit gamin, c'était marqué sur sa tête qu'il allait crever, quoi. Bon, le vieux peut-être aussi, voilà, les deux cowards, là, les deux... comment on dit, c'est quoi le terme, les lâches, là, voilà, le petit groupe de lâches qui s'est un peu barré pendant un moment. Bon, voilà, c'était marqué sur leur tête qu'ils allaient crever. Mais en soi, j'ai eu peur pour aucun personnage, malgré le fait que l'ambiance était angoissante à souhait et que franchement, on y aurait pu se passer des choses, mais comme on a vu le trailer et qu'on sait qu'il y a encore des scènes qui sont pas arrivées avec certains personnages, du coup, j'ai pas eu peur. Donc, Alexandria est dévastée et c'est intéressant parce qu'en fait, les chuchoteurs, même s'ils sont pas réussi à buter tout le monde et tout ça, bon, Alpha, bon, du coup, s'est fait buter, Beta est mort, etc. Il y a quand même eu des très gros dégâts, c'est-à-dire que même quand on arrive à s'en débarrasser, voilà, ils ont quand même réussi à faire des gros dégâts, ils ont quand même réussi à toucher au but sur un certain point en tout cas, donc oui, on pourrait être totalement sur une communauté qui au fur et à mesure du temps mourrait de faim, donc ils pourraient avec le temps finalement être arrivés à leur objectif même sans le savoir puisqu'ils sont morts les chuchoteurs. Les conséquences sont dévastatrices et oui, Alexandria qui est complètement brûlée, ravagée, les murs qui tiennent plus, donc... Et c'est là où je me suis dit effectivement la réflexion on va peut-être changer d'endroit ou pas, oui c'est effectivement une question qui est pertinente parce que si les murs ne tiennent pas, alors ok on a des panneaux solaires, oui on avait des vivres et tout ça, mais maintenant c'est plus le cas. On avait toute une enceinte qui nous protégeait des rôdeurs, c'est plus le cas, donc maintenant pourquoi on reste en fait? Et là on pourrait se dire bon ça y est, on repart sur autre chose, une nouvelle communauté, enfin voilà, rebâtir quelque chose, on repart sur les routes et tout. Mais bon, dernière saison, donc repartir sur la route, aller chercher une nouvelle communauté et tout ça, c'est pas possible, enfin c'est trop, sachant que de toute façon on nous présente déjà encore une nouvelle communauté à côté, puis on va découvrir certainement l'endroit où vivait Maggie, enfin voilà, il y a déjà pas mal de choses en marche, mais c'est vrai que ouais, la question se pose à un moment
donné de oui, pourquoi vous restez là? Donc il y a plusieurs camps, ceux qui veulent absolument rebâtir les murs, enfin voilà, tout réparer pour qu'il n'y ait pas de rôdeurs qui rentrent, parce que c'est vrai que c'est quand même la menace la plus importante. À mourir de faim, ça met un peu plus de temps. Il y a ceux qui veulent absolument récupérer de la nourriture et tout ça, mais peut-être pas loin. Et il y a Maggie qui propose une solution d'aller donc dans son ancienne communauté pour aller chercher les vivres et tout ça. Idée qui sur le moment me semble absolument stupide, puisqu'elle a déjà raconté que tout le monde s'est fait massacrer par un groupe de méchants. Puis quand on a vu le trailer, on voit que c'est des mecs qui rigolent pas, donc pourquoi, si toute la communauté quasiment, parce que bon, on retrouve 3-4 personnes, mais voilà, quasiment tout le monde s'est fait buter, et vous voulez retourner là-bas, et après elle dit oui, mais bon, on a vu un mec, il était tout seul, bon, c'est vrai que c'était un peu un bras cassé le mec en question. Ils sont peut-être pas si nombreux, mais ils ont réussi quand même à buter toute une communauté, donc à un moment donné, je comprends pas la logique derrière, je sais pas. C'est pour ça que, bon, Rosita, elle a envie de dire, Maggie, en fait, c'est une idée de merde. Je te le dis poliment, mais en fait, c'est la merde ton idée, en fait. On n'a pas envie de crever comme ça, juste parce que t'as envie de te faire ta petite vendetta, voilà quoi, en fait, c'est bon. Puis Carole qui a pas envie de retourner dans ce schéma de vengeance, et je pense que elle se voit un petit peu à travers Maggie. Carole est à une autre étape par rapport à tout ce qui s'est passé avec Alpha, etc. Donc là, elle est un peu plus posée, donc retourner dans tout un truc, c'est non, alors que pourtant, Carole, c'est le personnage qu'il faut absolument avoir dans son équipe quand on va se taper contre des mecs comme ça, quoi. Et du coup, ni Carole, ni Rosita, quand même, deux nanas qui sont coriaces. Bon, Aaron, avec son bras couteau suisse, aurait pu aider aussi, mais bon, Aaron, ça ne m'étonne pas. C'est dans le personnage de penser plutôt à Alexandria, et on reste du côté un peu calme, plutôt que d'aller, faire la guerre à des mecs, aller à la confrontation. Donc on en apprend un petit peu plus sur ces fameux Reapers, c'est notamment le fait qu'ils ne sortent que la nuit. Voilà, comme les chouettes, ce sont des oiseaux de nuit. Ça, c'est un truc qu'on comprenait dans le trailer, notamment par rapport à leur tenue. Ils sont tout en noir avec des espèces de masques de squelettes, des trucs d'Halloween, la faucheuse un petit peu machin, mais ils ressemblent à des hooligans d'Halloween en fait. C'est très bizarre comme tenue. Des mecs un peu stock et tout, avec des tenues de hooligans, mais en même temps, c'est en mode faucheuse d'Halloween. Il y a un peu tout qui se mélange, mais c'est pas mal, c'est très très stylé, ça donne un look complètement à cosplayer, je pense, pour le coup, qui doit pas être très compliqué à se cosplayer, je pense. Donc va se former un petit groupe pour partir à travers, de ce que j'ai compris, c'était Washington d'ici. Puis le métro, quoi, le métro, j'attendais tellement ces scènes, parce que dans le trailer, ça donnait la chair de poule. Le début, comme ça, avec les lampes torches et tout, ça fait très alien. Après, on a des scènes avec les zombies qui font très Resident Evil. Dans le métro, alors ça fait à la fois le jeu de métro, mais surtout dans l'épisode 2, je trouve, ça fait très le dernier train pour Busan. Je trouve qu'il y a beaucoup de références tout en même temps, comme j'en avais parlé dans le trailer, ça se ressent. Mais c'est bien fait, c'est pas du fanservice dégueulasse où vous voulez une référence à ça. Non, en fait, c'est dans les décors, dans la façon dont c'est filmé, dans les combats contre les zombies, tout ça, dont ils sont amenés, dans ces différentes situations, de plus en plus glauque. Et moi, franchement, je me suis dit, voilà, The Walking Dead, l'horreur, le glauque, je me suis sentie mal à l'aise. Et c'est ça que je voulais, ça faisait un moment que je me suis pas sentie mal à l'aise dans The Walking Dead. Je me suis sentie mal à l'aise quand il y a eu la tête sur les pics, pas mal de trucs comme ça, mais j'aime dans The Walking Dead ce moment, je suis mal à l'aise, je me dis, oh là, c'est chaud quand même, c'est chaud, quand même ils sont allés loin, c'est glauque. On est complètement claustrophobe, ça fait 3 fois que j'essaie de le dire ce mot. Dans ce métro, alors en plus, donc c'est sombre, bon ça c'est normal, ça fait un bruit, alors je sais pas, tu dis c'est des canalisations, je sais pas quoi, je sais pas, ça fait un bruit, t'as l'impression qu'il y a tout qui va péter, John Hagen qui fait oui bon c'est un endroit qui s'inonde facilement. Du coup j'avais pensé, dans toute logique, qu'il allait y avoir une scène où il allait y avoir une inondation et tout ça, tout un truc, mais comme on l'a pas vu dans le trailer, et en même temps on va pas tout montrer dans le trailer, mais du coup c'était intéressant, et effectivement Negan qui est complètement guide touristique, qui connaît bien l'endroit, donc il sait par où passer, etc. Mais par contre, ça n'empêche pas d'avoir quelques surprises, notamment les sacs de cadavres égorgés. Alors moi, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. C'est vrai que du coup, tout de suite, on se demande si c'est pas les Reapers, parce que bon, vu comment ils ont une réputation de barbares, voilà quoi. Donc Maggie qui dit non, ça correspond à l'effondrement. Alors je suppose que c'est le début de l'apocalypse, quelque chose comme ça. Et Negan qui dit vous pensez pas que ça a continué, qu'ils ont continué à remettre des sacs par-dessus. Il aurait peut-être fallu regarder un peu plus près, mais ils n'ont pas trop eu le temps. Mais déjà, on est sur une première situation, donc déjà c'est angoissant. Il y a du bruit bizarre, on tombe sur des sacs de cadavres, donc il y a des rôdeurs qui arrivent derrière, c'est tout un truc, et en même temps il y a des tensions, et les tensions sont vraiment vraiment intéressantes, et c'est là où la série m'a pris un peu au dépourvu. Negan qui est dans la totale, c'est même pas de la provocation, c'est un truc que j'avais senti quand il y avait la dernière confrontation dans la saison 10 où Negan et Maggie se regardent et on n'en sait pas plus, on dit bon voilà vous verrez la saison prochaine, et il avait un petit sourire, et du coup on est complètement dans la continuité de cet épisode là où Negan assume qu'il est Negan,
Negan, il assume ce qu'il a fait et surtout il va pas se démonter face à Maggie, il sait très bien qu'elle a envie de le buter et il va pas lui rendre la chose facile, mais c'est surtout le truc de dire bon bah Maggie, ok tu nous fais genre que t'as envie d'aller buter des mecs et tout, mais en fait surtout le mec que t'as envie de récupérer des vivres et que tu fais ça pour tout le monde, et bien en fait si au passage tu peux me buter, et Daryl qui regarde Maggie assez surpris, et je me suis dit bon ça peut peut-être déboucher sur autre chose dans la discussion. Par contre ça s'est un petit peu arrêté là, mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'il poussait Maggie encore plus loin en disant regardez c'est un dictateur, elle vous mène à la mort, tout ça pour ses propres intérêts, en vrai en plus elle est pas concentrée parce qu'elle est focalisée que sur moi, chose que j'ai pas eu trop, enfin je trouve qu'on n'a pas donné trop cette impression qu'elle était complètement à fond sur Negan. Je pense qu'elle était juste saoulée d'avoir besoin de lui, mais oui effectivement oui le fait du guet-apens est complètement logique que Maggie l'emmène pour se faire buter, en plus d'en avoir besoin, fait d'une pierre deux coups. Discussion très intéressante, grosse tension, puis Alden aussi, bon voilà, Alden t'as envie de lui dire laisse parler les grands Alden, on reviendra vers toi plus tard quand on aura besoin. C'est Alden qui, comme j'en avais parlé par rapport à l'analyse du trailer, qui devient un personnage moins secondaire, enfin un peu plus présent en tout cas, et bon voilà, après moi j'ai toujours mes théories sur le pourquoi du comment, mais ça on en parlera plus tard. Mais oui, Alden qui devient un personnage plus important et qui surtout redevient la boussole morale, la balance éthique de Maggie. Discussion entre Negan et Maggie très intéressante. Maggie qui va continuer, oui je tout le temps je pense à te tuer. Alors du coup je me suis dit, est-ce qu'elle dit je pense toujours à te tuer ou est-ce que je pense tout le temps à te tuer, mais c'est always, donc je pense que c'est je pense tout le temps à te tuer, enfin voilà, c'est tout le temps dans ma tête. Mais par contre, elle dit que la Maggie qu'elle était il y a quelques années l'empêche de le buter sur le champ et que du coup, il y a toujours une part d'elle, mais que s'il continue à la titiller comme ça, à un moment donné, ça va pas le faire, il va se prendre une balle dans la tête. Donc c'est sûr qu'en disant ça, le mec, quelques minutes plus tard, il a pas envie de lui sauver la vie. Ça, c'était assez logique, et en même temps, oui, j'étais partie du principe qu'on allait nous faire un truc complètement classique, à savoir, comme j'ai dit dans l'analyse du trailer, que Maggie allait à un moment donné lâcher le truc du métro, et puis que Negan allait la rattraper au dernier moment, ce qui était en soi totalement classique et qui aurait été totalement nul, et j'ai bien aimé qu'ils aient pas fait ça, qu'ils aient fait le Negan qui se barre, qui la laisse crever, c'est-à-dire que si elle s'en sortait pas, c'était techniquement de sa faute parce qu'il l'avait pas aidée. J'aime bien quand il dit la nuance, je n'ai pas voulu la tuer, je ne l'ai juste pas aidée. Bah non, mais j'assume, voilà, enfin, en même temps la nana 2 secondes avant elle a dit qu'elle voulait me buter, donc à un moment donné, est-ce que je vais aller me mettre dans un truc, dans une situation où en fait je vais pas sauver la vie de la personne qui va potentiellement me buter dans 5 minutes. Ça n'a pas de sens. Et je pense que tout le monde le comprend tout à fait. On va être dans ce métro qui est un peu piégé, donc il y a des rôdeurs et tout ça, donc je disais oui, ça fait un peu dernier train pour Busan et tout ça, donc oui, il faut avancer wagon par wagon, mais c'est quand même assez compliqué. Donc déjà qu'on est sur quelque chose d'étroit, là on rentre dans le métro, c'est encore plus étroit, encore plus flippant, et clairement, on peut vite se retrouver submergé de rôdeurs, surtout quand on n'a pas assez de munitions. Donc j'ai l'impression quand même qu'ils sont partis assez light, où je pense que c'est comme les vivres, les munitions, ça commence à se raréfier un maximum et il commence à plus en avoir beaucoup. Eugène qui n'a pas trouvé d'autres endroits pour fabriquer des balles a priori, je ne sais pas, en tout cas ça a l'air d'être compliqué. Puis les mecs qui sont partis avec les sacs de munitions, forcément ça aide pas non plus. Et donc on se retrouve avec Gage qui était l'un des petits, un des petits idiots qui était en train d'embêter Lydia et tout ça, qui l'empêchait de s'intégrer correctement, qui se retrouve coincé. Donc là on sent le dilemme moral, et oui à ce moment-là oui on se dit qu'il va crever, que Maggie va le laisser mourir, mais c'est intéressant dans le procédé, c'est-à-dire que chacun donne un petit peu son avis sur la chose. Gabriel il s'en fout, vraiment lui on sait même plus pourquoi il est prêtre. même Negan il fait la réflexion, enfin tout le monde fait la réflexion, même dans le trailer du prochain épisode. Le mec, on sait pas pourquoi il se prend encore pour un prêtre, il y a plus aucun rapport là, il y a plus rien du tout. On a Alden qui va absolument le sauver, je crois qu'il y a une autre personne qui veut le sauver aussi. Negan qui reste complètement hors du conflit parce que à un moment donné, déjà de toute façon tout le monde s'en fout de ce qu'il va dire, et puis c'est pas à lui. Je pense qu'il laisse le choix à Maggie, il a besoin d'analyser les choses, il a besoin de la laisser faire ses propres choix, mais il reste quand même très attentif aux choix qu'elle va faire, notamment parce qu'en plus, le gamin, il lui a sauvé la vie quelques minutes avant quand même, parce que il a poussé le gros rôdeur là, qui était énorme là, il l'a poussé, donc il lui a sauvé la vie. En plus c'est un jeune, on sait que Negan était prof de sport, tout ça, donc qu'il a une affinité avec les enfants, donc c'est très très compliqué comme
situation, donc il est très attentif à ce qui se passe et en même temps il reste de côté et il est attristé par ce qui se passe. Et Maggie qui va décider que non, elle peut pas, ils peuvent pas ouvrir la porte parce que sinon tous les rôdeurs vont rentrer, ils ont pas assez de munitions. Tout ça pour que quelques minutes après, les rôdeurs rentrent quand même. Mais c'est vrai qu'ils utilisent pas tous les munitions, mais bon, je pense qu'ils auraient pu, une fois qu'ils avaient plus de munitions, les éliminer au couteau, se mettaient sur le côté. Enfin, je pense que c'était complètement faisable. C'était archi dangereux, il y aurait peut-être eu des morts dans l'eau, mais bon là, le gamin, il devant la vitre et tout ça. Et j'ai pensé direct à Noah, je me suis dit, on va nous faire une Noah 2. J'ai fait, oh là là, c'est chaud. Et là, franchement, je me dis, mais c'est incroyable, vraiment incroyable cet épisode. Enfin, c'est fou. J'étais pas bien. Et c'est ça que j'aime. J'ai la chair de poule, je suis pas bien. Je me dis, oh là là, on va avoir un truc horrible. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va se suicider? Et je me suis dit, bon, se mettre un couteau comme ça, c'est un peu tendu. Donc, un couteau en plein cœur, mais en fait, il se loupe. Et du coup, il met du temps à mourir. Donc, du coup, on le voit en train de mourir, en train de se faire dépecer. Mais ça se trouve, il était quand même un peu vivant. Enfin, et on voit tout ça à travers cette vitre-là du wagon, et c'est trop bien. Enfin, les plans sont trop beaux, franchement, c'est magnifique. Je trouve que c'est sombre, juste ce qu'il faut. Enfin, tout est nickel. La photographie, tout est nickel. Les plans sont nickel, tout est nickel. Et vraiment, cette vue à travers la vitre, c'est angoissant au possible. Enfin, on voit ça en tant que spectateur de l'autre wagon, et le mec qui est en train de se faire dépecer, et puis qui va apparaître avec les autres zombies. Et Alden qui a vraiment beaucoup de mal avec ça. Justement, cette confrontation entre Alden et Maggie. Alden qui était déjà en confrontation avec Maggie, quand il s'agissait de savoir si elle allait tuer les Saviors un par un. Alden qui était complètement contre, qui avait essayé de la raisonner et tout ça. Et là, on est avec Alden qui essaye de sauver la vie de quelqu'un, qui fait comprendre à Maggie que on peut pas le laisser crever. Et du coup, qui est très mal avec ça. Et j'aime bien quand il dit comme ça, oui, vous voulez pas le regarder. Et Maggie qui a quand même regardé, elle a pas détourné les yeux, c'est-à-dire elle a pas eu un comportement de lâche, c'est-à-dire qu'elle a pris sa décision de ne pas lui sauver la vie. Et elle le regarde mourir, c'est sa punition. On voit qu'elle est pas bien, elle fait semblant d'être stoïque et de pas avoir d'émotion, mais en fait elle en a quand même un petit peu. Et c'est comme ça qu'elle va enchaîner sur son histoire. L'histoire qu'elle a eue quand elle était en voyage, quand elle était avec Herschel Junior avant de rencontrer la communauté d'Elijah et tout ça. Cette histoire-là, pour dire oui, il y a des morts qui sont pires que ça, en fait, je la trouve tellement trop tirée par les cheveux. Lauren Cohan, je trouve qu'elle a beaucoup de monologues, elle a énormément de scènes, elle a beaucoup de prestance, je trouve qu'elle s'est vraiment améliorée à ce niveau-là en termes d'acting par rapport à toutes les autres saisons. Hein, parce que vous savez que je suis pas forcément fan d'elle. Des fois, c'est un peu inégal. Dans l'épisode 1, c'était peut-être un peu moins bien, mais il y a des scènes où elle est un peu moins bonne, et puis après, ça va. Et les monologues, elle les réussit plutôt bien, je trouve. Mais cette histoire-là, j'étais pas du tout dedans, en fait. J'étais pas du tout dedans parce que, ouais, des espèces de Frankenstein, autant peut être dans l'univers The Walking Dead, c'est de la fiction et tout ça, mais là c'était trop, oui, c'est de la barbarie et tout ça, mais en fait il y avait tellement d'autres trucs à faire qui étaient glauques, hein. Quand on voit déjà Fear the Walking Dead, il y a déjà des gros barjots bizarres. Là, le truc de découper les jambes et les bras et les recoudre et arracher la langue et les cordes vocales et les yeux, enfin en fait c'était trop, c'était, vous voulez t'impressionner un maximum, regardez, ils ont fait ça et ça et ça, et puis après ils ont tout recousu, et il y en avait, c'était vivante. C'est écœurant et en même temps c'est même pas choquant en fait. Moi j'étais encore restée sur la mort du gamin là, de Gage. Son histoire en fait j'en avais rien à faire. C'est juste la chute de l'histoire par contre qui était intéressante dans le sens où elle dit moi ça me fait plus rien d'en parler parce que à ce moment là je pensais qu'à la nourriture, en faisant comprendre que cette histoire là elle a vraiment durci. Si le reste ça lui avait pas suffi par exemple de voir son mari se faire éclater le crâne devant elle en disant Maggie je te retrouverai, voilà, si ça lui a pas suffi, fallait qu'elle voit des gens qui étaient découpés, recousus, voilà, comme des animaux de foire, moi ça m'aurait suffi, hein. Déjà, tout ce qui s'est passé avant, déjà ça m'aurait déjà suffi pour me blinder, pour me dire ok, c'est bon, j'ai compris. Mais du coup oui, elle est consciente du monde qui l'entoure, que c'est l'enfer, et c'est un truc que Negan et Maggie ont compris tous les deux. Maggie a compris plus tardivement, c'est que l'enfer c'est les autres, très clairement, que l'enfer c'est tout autour d'eux en fait. Si non plus Alexandria et que ça s'écroule, il n'y a plus rien en fait. Il y a un havre de paix qu'il faut absolument préserver par tous les moyens, donc il faut trouver la nourriture, donc il faut faire des choses et prendre des décisions lourdes. Et Negan avait toujours justifié ce qu'il avait fait par rapport avec les Saviors et tout ça, par rapport au fait de sauver les gens. C'était une mauvaise façon de le faire, mais c'était pour sauver les gens, etc. Du coup, on a une Maggie qui, à travers les années, est devenue un peu plus comme Negan, et Negan qui est devenu, au fur et à mesure du temps, avec sa rédemption et tout, un peu plus comme Maggie d'avant. Donc à un moment donné, on va peut-être arriver à un moment donné où ils vont un petit peu se retrouver. En tout cas, Negan comprend, je pense, la décision de Maggie. En tout cas, n'a pas essayé de la contredire ou quoi que ce soit, il est resté de côté mais il l'a compris. On sent sur cette fin d'épisode 2 que ça se comprend, que ça n'a pas besoin de se parler, il y a une espèce de point commun, et peut-être deux personnages qui peuvent se comprendre, et justement personne d'autre ne peut comprendre leur point de vue. Mais Maggie a ce truc en plus de, elle a un enfant, donc c'est une mère qui va protéger son enfant, et c'est autre chose, et c'est pour ça que quand Negan il l'a laissé se débrouiller comme ça, quand même mère de famille, il a pas pensé à ça, mais bon c'est logique par rapport à la situation, par rapport au personnage, et j'ai bien aimé.
D'ailleurs, en parlant de l'histoire qu'elle raconte, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait la petite, la lumière rouge là qui éclaire son visage. Ça faisait un petit peu histoire d'horreur qu'on raconte devant le feu de camp et tout ça pour faire peur. Mais peut-être que Lauren Cohen n'était pas assez bonne pour ce monologue. Au final, moi j'ai trouvé bon ça allait. Je trouvais que c'était le monologue en lui-même qui était pas dingue. Mais je pense que le fait que l'histoire était trop tirée par les cheveux, peut-être le monologue pas assez bien écrit et Lauren qui en mettait peut-être pas assez, ça a fait un peu pchit pour moi. Mais bon. Du coup, on a une side story avec Daryl qui se retrouve tout seul parce qu'il suit Doug. Doug, à un moment donné, bon, croyait bien obéissant et tout ça, mais ça n'empêche pas de se barrer tous les 4 minutes. Donc il le suit, donc ça permet d'avoir d'autres décors, notamment les tuyaux, tout ça, ou Daryl en difficulté. Mais on n'a jamais peur pour Daryl parce qu'on sait que Daryl a son spin-off avec Carol, donc voilà, mais ça donne quand même une petite histoire sympathique, même si on se dit, bon, pourquoi il se retrouve tout seul, quel était l'intérêt. Et ça permet de comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé dans ce métro, et le fait qu'il y ait des gens qui vivaient là avant, et surtout la fresque là, les dessins étaient vraiment intéressants. Moi j'ai interprété comme, oui, en fait, on voit des personnes avec des couronnes et tout ça, et puis les gens du peuple qui vont manger les gens qui ont les couronnes. Pour moi, c'était un petit peu les riches qui pensaient être tranquilles au-dessus des gens et tout ça, et au final, une fois que l'apocalypse est arrivé, ils sont revenus dans la même galère que tout le monde. Et c'est un peu ce qu'illustre le mec qui a voulu partir avec son argent, donc il est menotté à sa mallette pleine d'argent qui ne lui sert de toute façon à rien vu que l'apocalypse, voilà. Et voilà, qui se retrouve à se faire buter d'une balle dans la tête. Enfin voilà, je veux dire, l'argent ne sert plus à rien. On va être beaucoup dans cette thématique-là dans cette saison, la lutte des classes, etc., etc. Donc ça va être, ça donne le petit élan pour commencer comme ça. Et oui, des gens qui se retrouvent dans le métro, mais des gens qui viennent de toute horizon différente, des riches, des pas riches, etc., etc. L'argent qui sert à noter des choses et qui n'a plus de valeur. Je pense aussi à Princess quand elle parle du premier billet qu'elle a eu. Bon, maintenant, voilà, le billet de $2, bon, on s'en fout un peu. Tout le tas d'argent qu'on voit au Commonwealth qui est complètement barré. Enfin voilà, on est passé sur autre chose. En tout cas, dans ce que voit Daryl, voilà, quand le monde s'est effondré, l'argent, ça n'avait plus en fait d'importance. Les gens bêtes qui pensaient que ça en avait, alors que c'était la survie qui était le plus important, ils n'ont pas fait long feu. Et au final, tout le monde s'est retrouvé dans la même situation, peu importe où il en était au départ. Donc on a une petite scène où Daryl se bat et tout ça, c'est assez sympa. Au final, il aide le vieux, là, je sais plus comment il s'appelle, donc finalement on se rend compte qu'il l'a pas buté, il l'a pas achevé, finalement il a aidé, mais bon, vu qu'il se fait buter quelques minutes après, bon voilà. Faut quand même noter que Maggie a quand même donné son arme à Negan, voilà, ça c'est une preuve de, bon, je te fais pas confiance, mais là, faut dire qu'on n'a pas le choix, donc voilà. Negan qui rend l'arme pour montrer, regarde, j'ai pas buté dans le dos, j'ai pas fait de la merde, voilà, tu vois que tu peux quand même un minimum me faire confiance. Et on voit qu'ils arrivent à trouver une forme d'accord qui peuvent se tolérer, voilà, ce seront jamais les meilleurs amis du monde ou quoi que ce soit, mais ils peuvent se tolérer. C'est vrai que je commence à en avoir un peu marre, même si c'est justifié, je le conçois et je vois déjà les commentaires. Oui, j'en ai marre que Negan soit la tête de turc de tout le monde, que tout le monde le bouscule et tout, comme si c'était le mal aimé de la classe, voilà, voilà, j'en ai marre. J'ai envie qu'il trouve sa place, mais je pense que ça va se faire au fur et à mesure. J'espère pas qu'on va avoir le droit à un truc Negan héroïque qui va mourir, parce que non. Parce que s'il n'y a pas Negan, là, Maggie, c'est vrai qu'elle est redevenue intéressante et tout, mais Negan, c'est Negan. Negan, ça reste la base, donc on touche pas Negan pour l'instant. On verra en fin de saison, mais pour l'instant, on touche pas Negan. Donc Maggie décide finalement qu'ils vont faire un petit détour par Arbor Hills, donc un entrepôt. Alors c'est intéressant parce que du coup, on apprend que Georgie avait prévu des choses au cas où il se passait des problèmes, donc on se dit pourquoi ils sont pas allés à l'entrepôt avant. Maggie l'a pas dit dans les lettres, etc. Enfin, ça aurait pu être un truc utile, au moins que les gens le sachent, enfin les gens des communautés à qui elle fait confiance. Ça aurait été un minimum quand même d'avoir au moins un endroit. Donc c'est un entrepôt, un dépôt qui est caché, où il y a de la nourriture, il y a des armes, des munitions, enfin il y a tout ce genre de choses-là quand même qui sont archi nécessaires et donc ils se sont gardés ça pour eux. Voilà, au cas où il y avait un problème, voilà, on va chercher pour aider les autres ou je sais pas quoi, mais en même temps on le dit pas aux gens, ce qui peut se comprendre, mais en même temps, les communautés qui sont alliées, si elles en ont besoin, en fait, elles se débrouillent, quoi. Enfin voilà, il y a eu les chuchoteurs, des armes et tout, ça aurait été nickel, ça aurait bien aidé. Là, ils sont dans la merde, oui, les vivres, on aurait bien aimé avoir ça avant. Donc oui, il y a des choses qui se mettent en place, mais on sent en fait les trucs qui sont rajoutés au fur et à mesure de l'histoire. Tiens, on rajoute que Georgie elle a fait ça, tiens, on rajoute ça. Je sais pas ce qu'on va nous inventer après. Donc après, oui, le truc de faire un détour et tout ça, je sais pas trop, j'ai pas trop compris le délire, parce que c'était pour dire oui, je lâche un petit peu du lest, on va se reposer, tout ça, on va récupérer d'abord des là-bas, puis après on verra pour récupérer tout ce qu'il faut à la communauté, je sais pas. En tout cas, ils vont tomber sur un endroit, une grosse allée avec que des gens pendus. Alors, on voit le premier, on fait bon d'accord, déjà ça fait un peu mise en garde. On voit les autres, on fait
c'est clair que je passe pas par là. Comme Negan le dit, pour 1 million d'euros, enfin bon là, ça a plus d'importance l'argent, mais pour rien au monde, je traverse cette allée-là, je ne veux pas savoir ce qui va se passer au bout. Et donc on a les Reapers qui d'abord tuent quelqu'un avec une flèche, qui lance des couteaux et qui arrive en gros hooligan comme ça, qui arrive frontalement, hein, pas en espèce de position stratégique à les contourner ou quoi que ce soit, mais qui arrive frontalement. C'est une grosse menace qui arrive comme ça. C'est vraiment voilà l'image de fin de cet épisode qui est très très marquante. La menace qui arrive frontalement, on peut pas l'éviter, on est obligé de s'y retrouver confronté, de la combattre, et ça fait peur quoi. Enfin, c'est un groupe qui me fait peur. J'imagine pas les trucs horribles qui puissent faire, parce que vu comment commence la saison, qu'est-ce que ça nous réserve pour la suite en fait. Ça me fait, franchement je suis très contente. Du côté du Commonwealth, je m'attendais à ce que ce soit pas passionnant au début, hein. Je veux dire, l'interrogatoire, bon voilà, alors surtout qu'ils nous ont mis 2 glandus là, on dirait, enfin voilà, c'est vraiment le flic gentil, le flic pas gentil, mais en fait ça donne pas du tout ça, c'est vraiment 2 gras de papier sans intérêt, mais ça donne ce côté très procédurier, très administratif, etc., ce qui veut dire que derrière il y a quand même une très 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 grosse communauté, enfin quelque chose, un système qui est en place, au point que voilà, on dépêche des personnes pour faire ça, plus il y a des soldats qui sont en armure et tout ça. Il y a un camp de détention en attendant de savoir si les gens vont intégrer la communauté ou pas, donc c'est assez... il y a un processus, voilà, les évaluations, réévaluations, etc., etc. C'est assez costaud comme truc, donc la question c'est quelles réponses vont les satisfaire pour qu'ils puissent passer ce premier niveau justement d'évaluation et passer vers le second. Et là pour le coup, déjà tout le monde donne pas les mêmes versions. Eugène qui dit qu'il y avait une communauté à la base, les autres qui disent non, on a voyagé d'endroit en endroit, donc déjà il y a un problème. Donc ils se retrouvent tous ensemble, comme à la cantine, comme en prison surtout, j'ai envie de dire. Non, ce qui est assez marrant, c'est qu'on se rend compte que Princess a un don pour remarquer des petits détails et tout ça, donc ça peut être quelque chose d'intéressant pour la suite. Il faut pas en faire trop, parce que limite elle me fait penser au personnage de Sean dans Psych, à remarquer les petits détails, les petits trucs, etc. Mais si ça peut vraiment les sortir de plusieurs situations, c'est intéressant. Et là dans ce cas-là, ça va leur permettre de savoir quand est-ce qu'ils peuvent récupérer les armures pour pouvoir se barrer. Yumiko et Eugène qui font les soldats, et puis les autres qui font les prisonniers. C'est marrant parce que dans le trailer, je me suis pas du tout douter que dans les armures c'était Yumiko. Yumiko on l'avait vu par la suite dans le trailer, mais je veux dire Eugène je l'ai pas du tout imaginé dans l'armure, donc c'est assez marrant. Le stratagème était intéressant, mais j'aurais voulu quand même voir comment ils ont fait, parce que c'est on a l'idée de récupérer les armures, et puis après ils sont en armure et ils sortent. Déjà un truc qui est super gardé, machin et tout, ils arrivent à sortir comme ça sans aucun problème, et donc ils vont tomber sur le fameux mur des disparus, c'est-à-dire que des personnes qui vont au Commonwealth et qui ont gardé des photos de leurs proches mettent une photo de leurs proches pour faire comprendre, si jamais vous l'avez vu, dites-le moi, ou en tout cas ce sont des personnes qui rentreront en priorité dans le Commonwealth parce qu'elles ont déjà une personne qui vit dans le Commonwealth. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que le frère de Yumiko recherche sa sœur. Donc ça je vous l'avais dit dans le trailer, du coup effectivement c'était un spoil. C'était un spoil parce que effectivement dans le comics c'est un autre personnage dont il y a quelqu'un de sa famille qui est dans le Commonwealth. Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, par association d'idées, etc., plus quelques recherches, c'était de façon sûre le frère de Yumiko qui l'a recherché. Donc ça change tout. Au final, il voulait se barrer parce que ça avait pas l'air d'être super accueillant. Il y a des gens, ça fait 9 mois ils sont là. Il y en a un, il se retrouve à genoux, je sais pas quoi. Bon voilà, c'est pas super. Et finalement, il se retrouve à devoir rester parce qu'il faut qu'ils aillent au Commonwealth. Parce qu'il faut que Yumiko puisse retrouver son frère. Et Yumiko qui se redécouvre une personnalité qui était très dure et tout. D'ailleurs, son côté avocate, je trouvais qu'il ressortait pas assez. Elle était plutôt dans le « oh là là, je fais des reproches et des critiques, etc. » Mais le côté avocat, ça manquait un petit peu. Et là, on a un bon gros monologue. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que Paola Lazzaro elle avait encouragé pour ce monologue. Mais le monologue est très très intéressant. Le fait que Yumiko, même si elle est interrogée, elle est dans une situation qui est plutôt en sa défaveur, elle retourne la situation, elle reprend l'ascendant et elle fait comprendre, voilà, vous pensez vraiment que je suis une débile? Moi j'ai remarqué que quand vous posez ça comme question, ça comme question, ça comme question, ça veut dire que vous voulez en venir à telle chose, telle chose, telle chose, ça veut dire que derrière il se cache tel système, tel système. Donc c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Donc Yumiko fait à la fois comprendre qu'elle a compris les rouages du système, tout ce qui se trame derrière et l'importance que peut avoir cette communauté et à quel point elle est importante et puissante, et du coup veut se rendre utile, et en se rendant utile elle pourra certainement revoir son frère et puis aider surtout ses camarades. Et Eugène qui a un déclic, qui finalement se trouve un vrai talent de menteur, qu'au final il est tellement paniqué, on croit même à un moment donné qu'il va être torturé. J'ai adoré ce passage là quand ils ouvrent les trucs, on dirait que ce sont des instruments de torture, en fait il sort juste un stylo comme ça, et Eugène qui est complètement paniqué, qui est déjà au bout
toute sa vie parce qu'ils arrêtent pas de lui dire, on sait pas qui sont tes camarades, etc. Ils lui mettent une pression et tout, pour justement lui provoquer chez lui, il a envie de dire la vérité, et au final c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il finalement il se découvre un talent de menteur et ment et dit que non, ils ont voyagé au fur et à mesure du temps, que Stéphanie, etc. Sauf que Mercer, contrairement à ce qu'on croit dans l'épisode, n'est pas dupe. Il dit de toute façon, si vous mentez, je le saurai. Et c'est pour ça qu'à la fin de l'épisode, je pense que c'est même certain qu'on ne voit pas Stéphanie. Il y a une jeune femme qui se présente qui dit être Stéphanie, et ce n'est pas Stéphanie. Ça, j'en mets ma main à couper. Et quand j'ai vu, j'ai dit mais c'est pas elle l'actrice dont on avait parlé, parce que je pense que vous vous souvenez, j'ai plusieurs fois annoncé le nom de l'actrice qui est Margot Bingham. Et cette fille ne ressemble pas du tout à Margot Bingham. Donc, le fait de mettre une fausse Stéphanie pour savoir ce que pense Eugène, ce qu'il va lui révéler, etc. Parce que maintenant, il sait que Eugène est complètement fou amoureux de cette femme, et donc il va forcément avoir envie de lui dévoiler des choses, de se confier, etc. Mais bon, je pense que déjà, la voix, il va la reconnaître, que c'est pas la même. Des choses qui se sont dites qu'il va pas reconnaître, à moins qu'ils aient enregistré les conversations et que du coup, elles ressortent certains détails, etc. Mais Eugène est très intelligent, donc penser duper Eugène, c'est particulier. En tout cas, concernant le personnage de Mercer, je ne sais pas trop quoi en penser. Il y a certains aspects du comics, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup dans le comics, hein. J'adore Mercer vraiment, même si bon voilà, il part de fois en live, j'aime beaucoup Mercer. Et là il y a des trucs que je retrouve dans le comics et en même temps des trucs qui sont complètement à l'opposé, je trouve, du personnage. Je saurais pas comment expliquer, mais son côté un peu trop désinvolte, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus comment dire, ouais, un peu asocial, enfin je sais pas, qui ait du mal à parler aux gens, qui fasse des phrases très courtes et tout ça. Le fait qu'il soit très qui se sente vachement en avant et tout ça, vachement en confiance, tout ça, j'ai un peu de mal. Je préférais le Mercer un peu en retrait, qui faisait ce qu'on lui disait, etc., qui faisait des phrases courtes, qui cherchait pas les trucs et tout, mais qui restait un peu à distance, tout en étant présent, enfin voilà, qui faisait peur juste par sa présence et tout ça, j'aimais bien. Et là, je le trouve un peu trop espiègle. Je sais pas, peut-être que ça va se calmer par la suite, mais je vais voir si je vais aimer ce côté-là. Bien évidemment, on n'est pas obligé de faire tout comme dans le comics. C'est vrai que ça m'a un peu perturbée. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite. On va vraiment arriver sur des choses intéressantes, je pense, au Commonwealth, mais il se passe quelques petites choses, on a vu dans le trailer avant, quelques péripéties, puis notamment cette fameuse Stéphanie, qui n'est certainement pas Stéphanie. Ça va être très intéressant. Et puis on a appris des choses aussi, sur Eugène, on n'avait pas forcément envie de savoir, dont on se doutait. On a appris des choses sur certains personnages. Je pense qu'il y a une grosse carte à jouer, Yumiko, avec son rôle dans le Commonwealth. Eugène, ce qui va se passer avec la fausse Stéphanie. Il y a Ezekiel par rapport à sa maladie, parce que finalement on va découvrir que c'est un truc pas si grave et ou alors ils vont pouvoir le soigner tout simplement parce qu'ils ont tout ce qu'il faut. Et puis il y a Princess qui va peut-être pouvoir se tranquilliser un petit peu, avoir des relations, avoir d'autres relations en dehors du groupe, et puis qui va pouvoir justement être un petit peu calme au niveau de sa tête, quoi. On verra bien. Voilà, cette partie Commonwealth intéressante, mais pas transcendante non plus. Bon, après c'est les interrogatoires machin, c'est jamais forcément très rigolo, mais j'ai hâte de voir la suite. Voilà pour mon avis sur les épisodes 1 et 2 de la saison 11 de The Walking Dead, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!